Fidèles téléspectateurs de la chaîne africaine de télévision, bonjour et bienvenue à votre émission de décryptage et de débat sur l'actualité africaine. Aujourd'hui dimanche, comme tous les autres dimanches d'ailleurs, nous sommes encore sur vos petits écrans avec nos chroniqueurs pour décrypter ensemble l'actualité africaine. Ce matin, comme nous le disons tout à l'heure, nous sommes encore avec nos chroniqueurs pour traiter d'actualité africaine. Aujourd'hui, nous serons au Burkina Faso pour parler de cette réforme agraire et foncière, qui est un projet de loi, mis sur la table par le gouvernement burkinabé, qui est quand même un sujet crucial, qui va concourir à réguler la gestion foncière au Burkina Faso et surtout permettre une stabilité dans ce secteur. Aussi, nous parlerons, de l'avenir de cette jeune organisation, l'AES, qui, après, la déclaration officielle qui a été actée par la CEDEAO le 29 janvier dernier, quels sont les enjeux et les perspectives pour une meilleure implication et surtout un meilleur profit pour les différentes populations. Et puis également, une analyse avant l'heure, parce que le 28 mai prochain, la CEDEAO va officiellement fêter ses 50 ans d'existence. Enjeux, perspectives, défis. Nous en parlerons également dans un court instant avec nos chroniqueurs que sont M. Alain Gouba. Bonjour et bienvenue à vous. Merci, bonjour. Et merci encore une fois de participer à cette Afrique. En tout cas, c'est tout le plaisir partagé aussi avec nos téléspectateurs à qui nous disons un grand bonjour. Merci infiniment. Vous êtes analyste, sociologue, spécialiste en changement social. Oui, c'est ça. Merci infiniment. Merci. Juste à ma gauche, nous avons M. Ouedraogo. M. Ouedraogo, il y a deux M. Ouedraogo aujourd'hui. M. Yacouba Ouedraogo. Oui. M. Yacouba Ouedraogo, juste à côté de moi, majestueusement habillé. Merci. Merci. Vous êtes, à votre premier numéro de cette Afrique. Bien sûr, je suis un ancien chroniqueur. Bien sûr, de ce plateau. Et je retrouve le plateau avec beaucoup de joie. Merci de satisfaction et bonjour aux téléspectateurs de la chaîne LCA. Merci infiniment. Et nous sommes sûrs que votre contribution également sera véritablement nécessaire pour nos différents téléspectateurs. Monsieur Ouedraogo, Sibir Ismaël, lui c'est la figure qu'on connaît depuis très longtemps sur ce plateau. Bonjour et bienvenue à vous. Merci, chers téléspectateurs. Nous sommes là ce matin, comme d'habitude, pour apporter notre touche au développement du Burkina Faso. Je vous dis merci. Merci aux forces de défense et de sécurité et à l'ensemble du gouvernement pour les actions entreprises pour nous sortir de ce bourbier. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous, chers chroniqueurs. Vous êtes trois sur ce plateau et ensemble, nous allons pouvoir échanger, comme nous le disons, chaque jour, au-delà de nos contradictions. Notre apport est nécessaire pour une Afrique qui avance. Nous débutons ce numéro au Burkina Faso avec la réforme agraire et foncière, entreprise par l'État burkinabé. Revivons ensemble ce compte-rendu du Conseil des ministres du mercredi dernier et nous revenons sur ce plateau pour décryptage. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé ce mercredi 5 février l'hebdomadaire Conseil des ministres. À l'issue du Conseil, Mathias Traoré, ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, assurant l'intérim du porte-parole du gouvernement, a annoncé l'adoption de plusieurs décisions majeures pour le pays. Parmi elles, un projet de loi portant sur la réorganisation agraire et foncière a été validé pour le compte du ministère de l'économie et des finances. Ce projet de loi a pour objectif de faire en sorte que la gestion du foncier soit améliorée et que l'État puisse affirmer son leadership sur la gestion du foncier dans notre pays. À travers ce projet de loi, il est prévu que la terre appartient désormais à l'État et c'est l'État qui peut, à travers un acte réglementaire, prendre un texte pour octroyer la gestion d'une partie du foncier aux collectivités territoriales. Cette réforme introduit plusieurs innovations selon le ministre Aboubacar Nakanabo et vise à améliorer la gestion des terres au Burkina Faso. Dans le cadre de l'accompagnement de l'offensive agricole,
il a été prévu que les terrains destinés à l'aménagement hydro-agricole ne puissent pas être cédés en pleine propriété. Ce qui veut dire que pour avoir accès à la terre pour l'agriculture, il faut procéder donc à un bail amphithéotique qui est un bail de longue durée qui va de 18 ans à 99 ans. Cela permet donc à l'exploitant de pouvoir exploiter le terrain, mais l'État garde la propriété du terrain. Alors, les droits de propriété de l'État n'excluent pas aussi la reconnaissance des droits coutumiers qui sont reconnus à travers l'attestation de possession foncière rurale qui constitue un droit de superficie pour l'exploitant. Alors, il y a d'autres innovations importantes. Par exemple, il est prévu qu'en ce qui concerne les terres rurales, il n'est pas possible pour un étranger de pouvoir avoir un titre de propriété sur les terres rurales. Donc, cela va permettre donc à l'État de pouvoir bien gérer les terres et de faire en sorte que la gestion du foncier puisse permettre d'assurer un développement économique et social. Alors, chers chroniqueurs, la terre appartient désormais à l'État. C'est ce qu'on peut retenir en substance de cet élément. Monsieur Gouba, alors, c'est un sujet que nous avons déjà abordé sur ce plateau. Et même, si je me rappelle bien, votre proposition pour la dernière émission avait été que, voilà, que des terres ne soient plus cédées aux étrangers, voilà, qu'ils ne soient plus propriétaires. Voilà, et vous avez évoqué ça sur ce plateau. Alors, monsieur Ouedraogo, alors, pensez-vous que ces réformes-là arrivent au bon moment? Est-ce qu'il n'est pas un peu tard? Monsieur Ouedraogo. Parlez de moi. Oui, monsieur Ouedraogo. Comme nous sommes deux Ouedraogo. Oui. Oui. On va préciser maintenant, monsieur Ouedraogo Sibiri et puis bon, monsieur Yacouba Ouedraogo. Merci. Merci. Monsieur Pafadnam, il faut reconnaître quand même que c'est un projet de loi, je dirais même, qui est venu un peu en retard. C'est vrai qu'il n'est pas tard de mieux faire, mais c'est déjà bon, c'est un grand pas. Parce que je suppose quand même qu'il y a eu un état des lieux qui a été fait par rapport à l'ancien projet, ou du moins à l'ancienne loi, qui a des défaillances là-dessus. Comprenez toujours, comme vous l'avez dit tout de suite, ça a été des sujets sur lesquels nous avons beaucoup disserté sur ce plateau. Et comme les gens ont l'habitude de dire, la question foncière est une bombe à retardement. Il va falloir que l'État commence, ou du moins prenne ses responsabilités, parce que c'est l'État qui a permis à ce que les gens profitent de ces services juridiques pour pouvoir exproprier, si vous voulez, pour pouvoir extorquer, pour que les gens ont eu cette habitude mauvaise de gérer mal nos terres. Vous savez, quand vous êtes dans la souveraineté alimentaire, il va falloir quand même que vous ayez cette force de maîtriser vos espaces pour pouvoir exploiter. Et c'est ce que l'État est en train de vouloir faire. Moi, je pense quand même que c'est un projet, c'est vrai, c'est un projet. Et je suis sûr et convaincu que les députés quand même marqueront, je dirais, ils vont laisser passer ce projet comme une lettre à la poste, parce que c'est toujours la bienvenue de penser à la population, de penser à la souveraineté alimentaire. Alors, juste à côté de vous, M. Yacouba Ouedraogo, ce projet de loi, est-ce qu'il arrive au bon moment? Bon, on aime dire que le grand frère l'a dit, que tard vaut mieux que jamais. Et je pense que l'État, en tout cas, fait bien de prendre ses responsabilités. Parce qu'à un moment donné, on a assisté à un certain nombre de pratiques sur le plan foncier et qui a beaucoup fait souffrir le Burkinabé. C'est cela. Parce que vous savez que au niveau de l'Assemblée en son temps, avec père à son âme, l'ex-président de l'Assemblée, Salif Diallo, il avait fait une enquête parlementaire sur le foncier, mais les résultats est criard. Parce que nous avons des Burkinabés qui se sont octroyés des dizaines et des dizaines de parcelles, des dizaines et des dizaines d'hectares, en foulant au sol les principes légaux d'octroi de ces parcelles. Et nous avons vu certains conseillers municipaux aussi qui ont bazardé les parcelles. Et hier seulement, je suivais qu'il y a un certain nombre d'agents de la Sonature qui étaient devant le juge, voilà, pour s'expliquer. Bon, tout ça, ce sont des manquements dans la gestion du foncier. Et le grand frère l'a dit, c'est naturellement une bombe à retardement. Et si le gouvernement prend conscience tout de suite et récupère la gestion foncière, je pense que ça va permettre aux Burkinabés
d'abord de pouvoir s'acquitter de leurs droits légaux pour avoir les parcelles dans des conditions optimales et faciles. Parce que la terre coûte excessivement cher au Burkina. Il faut aussi l'évoquer. Vous voyez que tout de suite au Mali, ils ont pris une loi pour diminuer considérablement les prix du mètre carré, de 5 000 à 2 000 francs. Mais au Burkina, c'est excessif. Ce qui sera facile pour les citoyens moyens. Les citoyens moyens de pouvoir acquérir une parcelle. Parce que beaucoup se sont donné le plaisir de rentrer dans les domaines pour avoir des agréments. Et au départ, c'était pour payer, prendre les terres, les aménager, les construire et les revendre à des coûts réduits, étudiés, pour que le Burkinabé lambda puisse se faire un toit. Mais c'est devenu une surenchère extraordinaire. Et aujourd'hui, si vraiment... Mais pour prendre ces décrets ou avoir le courage de faire passer une loi, une telle loi à l'Assemblée nationale, il faut un État fort. Et aujourd'hui, nous réjouissons parce que nous avons un État quand même qui a les manettes du gouvernement, qui, malgré toutes les difficultés possibles, qui impose l'autorité de l'État et qui regarde dans les secteurs, comme on appelle, de la gestion naturellement de la vie du citoyen et réglementer les choses pour que le juste soit dit et que le Burkinabé lambda, le plus faible, puisse en tout cas se sentir dans une nation. Dans une nation. Merci bien, M. Yacouba Ouedraogo. Juste à côté de vous, M. Gouba, le sociologue, sur ce plateau. C'est une question essentielle. Hein? C'est une question très essentielle. Alors, tout à l'heure, on a parlé du timing. Alors, on va dire c'est un projet de loi, déjà, qui est salué déjà par plusieurs personnes. Mais pensez-vous que le moment, voilà, ce projet de loi-là ne viendra pas véritablement basculer, on va dire, toute une architecture qui est déjà là? Est-ce que ce projet de loi va pouvoir passer à la poste, comme une lettre à la poste, comme M. Ouedraogo l'a dit? Bon, merci. Le rapport du Burkinabé au foncier, on l'a souligné ici la dernière fois. Exactement. Et on a vu qu'il y a des liens très forts entre le Burkinabé et sa terre. Donc, malheureusement, on a vu que les mécanismes de gestion étaient un peu biaisés du fait que ces terres étaient attribuées à des propriétaires terriens, alors que nous avions souhaité à l'époque que l'État vraiment puisse reprendre la main, parce que, regardez le contexte actuel, il y a des territoires qui sont occupés, mais on n'a pas vu un chef de terre qui allait récupérer un territoire venir ramener. Il dit que c'est lui le chef de la terre. Alors, si par exemple, à Ouégué, là-bas, il y a un village qui est occupé, et le chef de terre, là-bas, n'est jamais allé ramener la terre, ce sont les FDS. Et voilà, donc c'est l'État qui a ramené la terre. Donc, c'est pour dire aux gens que ce n'est pas la peine de s'accrocher à dire non, moi je suis chef de terre, ici, etc. Alors que quand la terre est en danger, on ne les aperçoit pas. Ça, c'est un point. Et deuxièmement, le timing, moi je trouve que, pour emboucher la même trompette que les deux copanélistes là, c'est qu'il vaut mieux tard que jamais. Voilà, on avait eu déjà je veux dire, sous la Révolution, il y avait eu déjà des tentatives où la terre appartenait à l'État. Et après, justement, le danger des régimes dits démocratiques, c'est ça. La terre devient un enjeu électoral et celui qui détient le monopole, en tout cas, détient beaucoup de solutions, beaucoup d'éléments à sa possession pour effectivement diriger ou bien en tout cas faire pression sur la population. Donc, c'est déjà une bonne chose que ça arrive, puisqu'on est dans un cadre d'un État, d'une refondation de l'État. Et on ne peut pas faire la refondation sans faire, et puis faire l'impasse sur la gestion foncière. Donc, l'un dans l'autre, je dis que c'est le rôle d'un État de toujours réajuster les choses, même quand on pense que c'est pas opportun ou bien que c'est dépassé, mais l'État, c'est son rôle, c'est de ça, c'est de rétablir en tout cas les grands équilibres au sein de la société. Et moi, je pense que cette réforme agraire et foncière là arrive au bon moment. Parce que si vous regardez aussi, bon, si on fait une petite logique, disons que la terre appartenait avant aux propriétaires terriens. Bon, ces propriétaires terriens là, leur famille ne fait que s'accroître. C'est cela. Voilà. Donc, ils auront toujours des droits sur les terres au détriment voilà, de ceux qui ne sont pas propriétaires terriens. Jusqu'à quand on allait aller. Donc, il faut à un certain moment stopper, mettre comment on appelle ça, des règles
qui s'appliquent à tout le monde, avec bien sûr peut-être des particularités, mais limitées dans le temps et dans l'espace pour les propriétaires terriens. Et puis, voilà, le vivre ensemble s'emportera mieux. Merci bien. Alors, voilà. Cette réforme-là, comme vous l'avez dit, hein, mieux vaut tard que jamais. Et M. Yacouba Ouedraogo l'a souligné tout à l'heure, il faut que l'État véritablement se saisisse du problème. C'est vrai que c'est un projet de loi, M. Ouedraogo l'a dit, voilà, puis c'est sûr que ça passera comme une lettre à la poste. Alors, le plus essentiel, c'est de pouvoir éviter les écueils. Les populations sont tellement ancrées dans la gestion foncière, surtout dans certaines localités où nous avons eu la chance de faire des reportages où les populations ont confié la gestion de leurs terres aux mânes, voilà, à travers les cérémonies de libation, du sacrifice et autres. Est-ce que cette réforme ne causera pas plus de cueil, voilà, qu'elle ne va susciter ou encore envoyer plus de, on va dire, plus de stabilité? Monsieur Gouba, quand on étudie un peu, voilà, vous dans votre, on va dire, dans votre domaine de compétences en sociologie, est-ce que cette gestion foncière, comme on la connaît aujourd'hui, hein, voilà, avec certains qui sont propriétaires dans les non-lotis, monsieur Yacouba l'a dit, il y en a qui ont des dizaines, des centaines de parcelles, et puis, voilà, personne ne parle. Alors, avec cette réforme-là, pensez-vous qu'on aura plus de bénéfices ou encore cela va susciter beaucoup de cueil au sein des populations? Alors, lorsqu'on fait des réformes, l'objectif c'est que ça soit profitable au plus grand nombre. Bien sûr. Voilà. Et donc, vous voyez que si on part déjà sur cette base-là, ça va profiter au plus grand nombre par rapport aux propriétaires dits fonciers. Donc, moi je pense que déjà, c'est quelque chose qui sera positif pour le plus grand nombre. Et si le plus grand nombre est satisfait, moins il y a de récriminations, moins de réclamations. Donc je crois que ce serait un facteur de stabilité sociale, cette réforme-là, qui va permettre quand même à des couches sociales qui n'avaient pas accès aux fonciers, par exemple les femmes, hein, et qui n'avaient pas l'accès à la terre est difficile sur les femmes. Une femme qui est veuve, après, elle a tous les problèmes du monde pour accéder à avoir un champ. Et donc, ça c'est des gens qui seront favorisés. Et ça va favoriser aussi, comment on appelle ça, l'accès aux fonciers des jeunes qui veulent s'installer, où souvent il y a vraiment beaucoup de procédures, etc. à faire. Et donc, je crois que cette réforme-là va permettre, en tout cas au plus grand nombre, de vivre mieux. Et voilà, on a vu, par exemple, il y aura une sécurité et une sécurisation foncière qui seront vraiment effectives. Par exemple, si vous prenez, lorsque le ministre faisait son compte rendu tout à l'heure, il a dit, par exemple, les aménagements hydro-agricoles. On a vu qu'il y avait eu des velléités du côté de la zone de AVV vers la zone de Moctedo, là, et des gens qui avaient, lorsque on faisait l'aménagement des vallées de Volta dans les années 70, là, alors c'était des zones infestées par la mouche cécée. Donc l'État, à travers le projet ONCO, a effectivement pulvérisé des insecticides pour tuer un moustique qu'on appelle la simili, qui donnait l'oncocerco, ça donnait même l'occasion à nos amis du Yatenga de dire que les buissons étaient des aveugles, alors que non, c'était vraiment un problème biologique qui était là. Alors donc, voilà, l'État, on a vu, il y a eu des velléités, des gens qui sont revenus peut-être 40 ans, 60 ans après, pour dire que ces terres-là appartenaient à leurs parents, et puis pour pouvoir faire des guerpilles, par exemple, les gens qui étaient sur ces périmètres aménagés. Donc vous voyez, avec cette réforme-là, je crois que ça va résoudre tous ces petits problèmes-là. Et personne ne viendra. L'État va mettre des milliards pour aménager. On vient chercher des messieurs pour dire qu'il n'est pas chez lui. Hein? Donc, on a vu que le bail, il a pu aller de 18 à 99 ans. Voilà, 99 ans. C'est bon, c'est une bonne espérance de vie. Donc, ça permet d'exploiter tranquillement. Donc, la sécurité foncière sera là. Ok. Donc, alors, juste à côté de moi, monsieur Yacouba Ouedraogo, alors, toujours la même question. Cette réforme va-t-elle susciter ou encore susciter des conflits ou encore peut-être les réduire ou encore les faire disparaître? Non, naturellement, toute réforme va toucher les intérêts de quelqu'un et qui sera forcément mécontent. Mais force reste à la loi. L'État doit être fort parce que mieux vaut éviter
un conflit collectif que de gérer les cas par cas. Parce que si un individu se sent lésé, il a l'État où il peut aller s'expliquer, on peut toujours trouver une solution. Mais si on laisse la situation pourrir et à un moment donné, les communautés s'affrontent, on peut risquer une guerre civile. Parce que les problèmes de foncier, comme le grand frère l'a dit, Ouédraogo l'a dit à côté, c'est un problème réellement important et crucial pour le Burkina. Crucial, très crucial. Et si souvent on se pose des questions, et si ces régimes n'étaient pas arrivés et qu'on restait dans les systèmes classiques démocratiques où la terre était utilisée pour soudoyer ou influencer et permettre à certaines personnes d'imprimenter ou d'imposer leur autorité dans l'illégalité et dans l'injustice, mais les populations laissent se rentrer dedans. Aujourd'hui, ce projet de loi, on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants de ce projet, mais nous faisons confiance au gouvernement parce qu'on s'est dit qu'ils ont pris tout le temps d'analyser, de disséquer là où il y a les failles pour arriver maintenant à pouvoir proposer une loi. Si ça passe à l'Assemblée, ils vont mettre en place un mécanisme certainement pour d'abord commencer à sensibiliser et s'attaquer là où il y a les problèmes pour les résoudre avant de poser réellement, d'appliquer à la lettre la loi. Parce qu'on ne peut pas permettre à quelqu'un, comme M. Gouba l'a dit, de couper une partie de notre terre et dire c'est pour lui et personne d'autre, même l'État n'a pas le droit de venir faire des investissements ou au profit de la population. Je prends le cas de l'hôpital de Bobo, à quoi en son temps. Mais ça a créé tellement de bruit, il y a des gens qui se sont levés et dit non, qu'on ne peut pas construire l'hôpital dans tel lieu parce que c'est eux les propriétaires. Pourtant, un hôpital de cette envergure, c'est à l'intérêt, pour l'intérêt national, sinon même international. Et ça met le Burkina à un autre niveau de considération et de respectabilité. Et donc, on ne peut pas vouloir faire des omelettes sans casser les yeux. Si l'État veut réellement réglementer les choses, si l'État veut que les citoyens agissent ou aient les mêmes choses, soient égaux devant la loi, il faut forcément réglementer. Ça va faire des grincements des dents, mais force doit rester à la loi. Merci bien, M. Ouédraogo. Alors, force doit rester à la loi. Juste à côté de vous, M. Ouédraogo Sibiri, c'est un projet de loi, vous avez dit tout à l'heure, qui pourrait passer comme une lettre à la poste. Tout à fait. Mais il y a des mécanismes. Et quels sont ces mécanismes, quelles sont ces clés-là qui doivent être véritablement activées pour éviter les écueils? Parce que, comme il l'a dit tout à l'heure, on veut construire, on va dire, une infrastructure d'intérêt public. Voilà, et puis les populations sont opposées. Il faut véritablement créer un cadre de mécanisme pour que ce projet de loi ne soit pas, on va dire, un couteau à double tranchant. Non. Voilà. Bon, moi, je fais confiance. Je fais confiance au gouvernement parce que le gouvernement a pris tout le temps d'analyser. Analyser les contours. Il s'est entouré de sociologues, d'anthropologues, naturellement, pour élaborer ce projet de loi qui, naturellement, est composé d'articles. Parce que nous n'avons pas le fond. Nous avons entendu la communication du ministre autour de ça, mais ce qui est ressorti, la terre appartient désormais à l'État. C'est parce que la terre avait été privatisée, si vous permettez le terme, ce qui a amené ses conséquences au niveau de la gestion foncière et agraire. Je suppose, et je me dis, qu'au niveau agraire, vous avez entendu dire que non, la terre, on ne va plus permettre à un étranger de s'accaparer. C'est normal, parce qu'en réalité, quelqu'un peut utiliser une main interne, locale, pour pouvoir imposer, s'acquérir, prendre la terre et en faire autre chose. Parce que je sais qu'au niveau de la Bougriba, j'ai entendu, en tout cas, que c'est une partie qui a été plus ou moins, une grande partie a été achetée par des étrangers. Je n'ai pas de preuves, je m'en excuse ici, mais c'est ce que j'ai entendu. Alors, au niveau de la réforme foncière, vous avez vu que ça va régler le problème des non-lotis. On te dit que c'est pour l'État. Quel mécanisme pour que les gens comprennent l'intérêt du projet de loi? Ça suppose quand même qu'il y aura une batterie de communication autour de ça. Ils vont communiquer
quand le peuple, M. Gouba a parlé de... On ne peut pas... C'est le plus grand nombre qui importe. La règle de Pareto, c'est normal, 80-20 ou 20-80 selon. Alors, ce grand nombre, c'est qui? C'est la population, c'est le peuple. Quand le peuple va comprendre réellement les intérêts de ce projet de loi, le peuple va s'en approprier et on va l'exécuter. Vous avez parlé du cas de certaines régions où les coutumiers, je ne sais pas quoi, ont essayé de se retrouver autour de la terre pour dire non, bon, c'est pour nos ancêtres. Mais écoutez, l'État c'est qui? L'État, c'est moi, c'est vous, c'est tous ceux qui font, si vous voulez, la population, société, oui. la société. Donc, c'est dans l'intérêt même de la population. Et pour cela, je ne pense pas qu'un individu va se lever pour dire non, écoutez, je serai contre parce que ce sont mes intérêts qui sont visés. On parle de l'intérêt de la nation, on parle de l'intérêt de la population. Vous savez qu'à partir du moment où on va parler de la réforme foncière, comme je l'ai dit, je ne connais pas le fond, je vous assure que ça pourrait peut-être régler les problèmes de nos lotis. Alors, on a parlé la dernière fois sur vos plateaux, le cas de Nyoko 2 par exemple, de Zongo et autres. Pourquoi l'État a des difficultés pour déplacer les gens? C'est parce que l'État même pour avoir la terre, c'est un problème. Mais à partir du moment où toi, individu, tu te retrouves avec plus de 10 hectares, toi seul, avec une famille de 3 personnes, pour ne pas dire, on vous dira non, monsieur, excusez-nous, dans l'intérêt de changement de la nation, nous allons vous demander de céder une partie. Je vous dis que, pour moi, dans ce projet de loi, dans les articles, il y aura des mécanismes d'expropriation, des mécanismes, des procédures que, naturellement, seront décrites pour pouvoir exproprier ou du moins négocier avec quelqu'un qui se dit non, ce sont mes droits, ça m'appartenait. Comment on fait pour que je puisse céder une partie? Tous ces mécanismes, je me dis, l'État a pris en charge pour éviter les conflits, pour éviter que quelqu'un dise que non, j'ai été plus ou moins lésé ou frustré. Donc, moi, je fais confiance. Je sais que ce que nous craignons seulement, que ça ne soit pas un projet de loi qui a été plus ou moins prise à la hâte. Ça, c'est très dangereux. Voilà. Donc, on prend tout le temps. On a dû regarder avant de proposer. Heureusement que ça va passer au niveau de l'ART. À l'ART aussi, ce sont des, je dirais, c'est une instance qui va naturellement regarder les contours. S'il y a des aménagements à faire, ils vont reverser pour que l'exécutif s'en approprie et puis corriger avant de passer, comme on dit, ce projet comme une lettre à la poste. Alors, M. Gouba voulait réagir. Oui, moi je vais ajouter, parce que vous voyez, faire des réformes, c'est bien. Mais il faut aussi sécuriser ces réformes-là dans le temps. Dans le temps, exactement. Si par exemple Sankara avait sécurisé la première réforme agraire, on ne serait pas là aujourd'hui à faire encore une réforme agraire. Alors, moi, ce que je veux, avant que ça dépose, là, on arrive à l'Assemblée, et vraiment, j'interpelle le Premier ministre, voire même le Président, il faut constitutionnaliser cette réforme-là. Exemple, vous voyez, les États-Unis actuellement, Donald Trump veut revenir sur le droit du sol. Exactement. Qui est inscrit dans la Constitution. C'est-à-dire qu'il faut que nous aussi on inscrive ces réformes-là dans la Constitution. Mais regardez comment ils se heurtent au processus pour changer. Il faut que les deux chambres-là soient d'accord. Il faut, avec des pourcentages bien définis. Là. Bon, il faut que les 50 États-là, il faut les 2 tiers. Vous voyez, nous, on pourrait faire la même chose. On dit si quelqu'un veut réviser la réforme, il n'y a pas de problème. Il faut que l'Assemblée nationale soit d'accord. Il faut que les chambres régionales d'agriculture, sur les 2 tiers ou bien les 3 quarts, soient d'accord. Il faut que les conseils régionaux, etc. Il faut que l'association des maires, etc. La personne qui va vouloir modifier ça, là, il va regarder le parcours, là. Il va comprendre qu'il ne peut pas avoir tous ces gens-là. Et il va se conformer. Et c'est ce qui nous manque. Même la politique agricole. Moi, je suis du domaine de l'agriculture. Mais un ministre vient. Aujourd'hui, on parle de la grande offensive. Hier, on a parlé de quelque chose. Mais quelle garantie on a que, après ce gouvernement-là, cela reste? Que ces réformes-là vivent longtemps. Voilà, et c'est l'éternel recommencement. Inscrivez le développement dans la Constitution. Monsieur le Premier ministre, je vous interpelle, inscrivez le développement dans la Constitution. Tout le monde est sécurisé et on aura au moins une période de 20 ans pour décoller.
Merci bien, M. Gouba. Alors, parlons de perspective en rapport avec cette réforme. Alors, M. Yacouba Ouedraogo, alors, on va dire, les investisseurs privés, qu'ils soient, on va dire, nationaux ou étrangers, seront-ils, on va dire, motivés à financer des projets agricoles avec cette nouvelle réforme-là? Mais bien sûr. En tout cas, je pense que celui qui va vouloir financer ou venir investir au Burkina Faso dans le domaine de, comme on appelle l'agriculture, ou bien dans tout autre domaine, il sera encore même mieux sécurisé puisque son bien sera géré par l'État. Et l'État est le premier garant de tout investissement sur son sol. Et là, ça va faciliter, parce que nous-mêmes, on avait entre-temps fait venir des gens, des Turcs qui voulaient prendre des hectares pour aménager. Mais avant même ces projets de loi, le ministre que je salue au passage a été clair avec ses investisseurs. Il a dit la terre du Burkina Faso ne peut pas être, comme on appelle, donnée à un étranger, mais on peut vous permettre de l'exploiter pendant un temps. Et vos investissements seront protégés et l'État mettra des mécanismes pour vous accompagner. C'est-à-dire produire en quantité, en qualité, et vous aider à avoir même des usines pour transformer sur place. D'abord, l'État va prendre une partie pour la consommation sécurisée locale. Et le restant, vous pouvez en faire ce que vous voulez pour, au fur et à mesure, enlever et pour rentrer dans vos fonds que vous avez investis. Je pense qu'en tout cas, nous sommes sur une très bonne lancée. Et la population doit comprendre que le régime actuel n'est pas un régime sorti des urnes, certes, mais ce qu'ils font pour la nation est tellement immense que nous devons les accompagner sans tenir compte de toute contradiction politique ou ethnique ou autre chose. Ils ont besoin de tout Burkinabé aujourd'hui pour poser des vraies bases de développement. Et comme M. Gouba l'a dit, toutes ces lois, c'est bon de les faire voter parce qu'ils ont voté beaucoup de lois déjà avant qu'on arrive là. C'est de très bonnes lois pour permettre le décollage et le développement réel de la nation. Mais il faut des mécanismes, des suivis et de protection. Parce que c'est très important. Nous avons aujourd'hui quelqu'un qui accepte de se sacrifier pour la nation. Mais ce n'est pas tout le monde qui a ces dons. Et on ne sait jamais, et on aime dire que tout est éphémère, les hommes passent, la nation demeure. Et donc il faut protéger ces choses pour que la génération future qui va arriver, qui ne puisse pas aussi par l'instinct de vouloir s'accaparer de certaines choses, de tout prendre, qu'il soit aussi bloqué à cause de l'intérêt national. À cause de l'intérêt national. Merci bien. Des hommes forts, des institutions fortes, des textes aussi très forts pour véritablement, on va dire, pérenniser voilà, le mécanisme ou on va dire la dynamique de développement. Alors, M. Ouedraogo Sibiri, parlons aussi encore de l'impact de cette réforme-là sur les investissements étrangers. L'étranger met son argent quand il est en sécurité. L'étranger met son argent quand il maîtrise les textes, c'est important. Et pour moi, ce projet de loi qui sera naturellement, il y aura des articles comme je l'avais dit, chacun lira et comprendra. Si tu penses que ce projet de loi ne va pas t'arranger, ça veut dire que toi, investisseur, tu avais des intérêts, je dirais, cachés. Sinon, si tu es dans la logique de la transparence, il n'y a pas de raison. Tu sais bien qu'en venant investir, tu as déjà maîtrisé les textes, tu sais que c'est pour 10 ans, 15 ans. Tu mettras ton argent en fonction. C'est ce qui est important. Là où ce n'est pas important, ou du moins là où c'est dangereux, c'est quand il n'y a pas de texte qui encadre ton activité et que tu t'y mets. Et après, le lendemain, on vient. C'est comme nos différents bailleurs. Tu arrives, tu investis par exemple dans un local pour ton business. Et quand ça commence à prendre, là, je viens te dire, écoute, moi j'ai besoin du local là, parce que son fils est en train de frapper à la porte. Oui. Mais s'il avait les informations, toi, en tant qu'investisseur, est-ce que tu allais mettre les moyens? Exactement. Voilà, en réalité, c'est la responsabilité, la responsabilisation, la maîtrise de la question agraire et foncière que l'État est en train de vouloir s'en approprier. Donc pour ça, moi je ne doute pas que, au contraire, c'est la transparence que, comme je l'ai dit, les investisseurs ont besoin de ça. Donc, ça va beaucoup même attirer. Vous avez vu le problème de l'Afrique du Sud. Oui. Monsieur Gouba est en train d'exposer. L'Afrique du Sud, vous avez compris. À un moment donné, on se demande comment. Parce que les gars, les gens, pour ne pas dire, je ne vais pas rentrer dans leur politique, mais il y a eu une certaine... comment on appelle ça, un accaparement des terres, exactement. Au détriment même de la population. Si bien que
vous, en tant que population, vous êtes obligé d'aller travailler pour des étrangers, sur vos propres terres. Alors donc, la constitutionnalité, comme il a lancé un appel, moi je suis convaincu quand même que, même si ce n'est pas le ministre, les conseillers et les secrétaires généraux suivent souvent votre plateau, votre télé. Et chacun, comme j'ai toujours dit, c'est une banque de données. Les gens passent par ces canaux pour s'enrichir en matière d'information. Donc c'est des idées que nous lançons, comme on l'avait dit au départ. Nous sommes là pour contribuer. Nous n'avons pas le monopole des analyses, mais nous essayons d'apporter notre touche. Merci. Donc qu'elles soient positives, serait toujours la bienvenue. Merci bien. Et c'est ce que nous comptons en tout cas apporter. Merci. Et je pense que les gens nous suivent pour comprendre notre logique de développement et de soutien. Merci. Monsieur Papanam, juste un apport pour montrer encore l'avantage de cette réforme-là. C'est la contribution de cette réforme-là à la lutte contre la désertification. C'est un gros problème. J'étais responsable d'un projet d'introduction des arbres fertilitaires pour refertiliser les terres et puis en même temps reboiser. Mais lorsque nous sommes allés dans les champs, on a voulu planter ces arbres fertilitaires. Tout de suite, les propriétaires terriens ont dit que ceux qui ont les parcelles là veulent s'approprier le terrain. Donc, moralité, l'action du projet est bloquée. Le projet est bloqué. On ne peut plus reboiser parce que lui dit que si on reboise, c'est qu'on veut prendre le terrain. Mais ça, c'est quelle idée ça? Moi, j'ai essayé de comprendre. On reboise pour protéger. Pour protéger et dire non, que celui qui a le champ, qui exploite le champ là, s'il met des arbres, c'est pour dire que la parcelle l'appartient. Donc, pas d'arbres. Donc, l'effet qu'on recherchait, lutter contre la désertification, c'est nul. Ouais. Alors que cette réforme-là, comme la terre appartient à l'État, tu plantes l'arbre, c'est pour l'État, ça reste sur le terrain de l'État, même quand tu as fini ton bail. Merci. Donc vraiment, je pense que c'est un élément qui est souligné. Merci bien. Monsieur Ouedraogo. Ceux qui ont transformé la loi de Thomas Sankara en son temps, oui. Et en réalité, si vous regardez leur agissement après, c'était comme s'ils voulaient vendre le Burkina Faso. Puisqu'ils ont coupé des parties données à des gens à un franc symbolique. Donc aujourd'hui, de Thomas Sankara à Ibrahim, on se rend compte que la démocratie telle que ça nous a été importé n'est pas forcément une solution à nos problèmes. Et nous devons faire attention et se mobiliser conséquemment pour que nous puissions arriver à un niveau de développement et de stabilisation de notre territoire avec ces régimes. Merci bien. Surtout de stabilisation parce que l'exemple se vit actuellement en Afrique du Sud, voilà, où véritablement il y a des tractations. Voilà, M. Ouedraogo Sibiri l'a dit tout à l'heure. Des Noirs sud-africains qui travaillent pour des étrangers et véritablement le président Cyril Ramaphosa est à pied d'œuvre avec également, ce qui est intéressant, c'est que même l'opposition voilà, le soutient également dans cette lutte-là. Et on ne peut que dire, voilà, beaucoup de courage pour que la terre appartienne véritablement, voilà, aux nationaux. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Alors voici un peu, c'est un projet de loi et comme vous l'avez souhaité, comme nous l'avons analysé également, voilà, si nos autorités nous suivent également, et partout également en Afrique, il faut que ça serve également de leçon également dans beaucoup d'autres pays africains, afin que véritablement les populations puissent profiter de leurs différentes terres. Merci pour ce premier sujet. Nous passons au second sujet de cette émission et nous parlons de l'Alliance des États du Sahel, AES. Voilà, le 29 janvier, nous avons été tous témoins de ce communiqué officiel de la CEDEAO qui a acté de façon officielle le retrait de ces trois pays de l'organisation sous-régionale CEDEAO. 24 heures avant, une célébration également voilà, au niveau des trois pays a eu lieu. Quels sont les enjeux, quelles sont les perspectives d'avenir qui pourront encore une fois profiter aux populations parce que l'AES, l'une des raisons fondamentales du retrait de ces trois pays était que la CEDEAO était devenue, on va dire, une organisation de chefs d'État et non une organisation des populations et des communautés. L'AES pourra-t-elle être cette organisation des communautés de l'AES ou une organisation des chefs d'État? Nous suivons ensemble cet élément et nous revenons pour en parler.
Ce 29 janvier 2025, un an après l'annonce historique, le retrait définitif du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO est désormais officiel. Un geste audacieux, marqué par un symbolisme fort, qui cristallise l'ambition de ces trois nations de réaffirmer leur souveraineté et d'assumer une autonomie renforcée, notamment en matière de défense et de gestion des crises régionales. Cependant, si cette décision incarne une volonté ferme d'indépendance, elle soulève inévitablement une série de défis majeurs pour ces États. Le premier d'entre eux réside sans doute dans leur capacité à construire, sur les cendres des institutions régionales fragilisées, une alternative efficace en matière de coopération sécuritaire, politique et économique. L'Alliance des États du Sahel, qui a vu le jour dans la foulée de ce retrait, devra démontrer sa capacité à offrir une réponse plus agile et plus adéquate aux menaces terroristes et aux défis humanitaires qui assiègent cette zone de l'Afrique. Les trois pays devront également affronter des défis diplomatiques colossaux. Se retrouver en dehors de la CEDEAO pourrait les isoler sur le plan international, avec à la clé des sanctions potentielles et une mise à l'écart de certaines initiatives économiques régionales. Certes, ces trois pays de l'AES peuvent espérer renforcer leurs liens économiques entre eux, mais la quête d'une véritable indépendance se heurte à la réalité des interdépendances économiques mondialisées. Qui plus est, l'intégration dans des blocs comme la CEDEAO apportait des avantages non négligeables, notamment en matière de libre circulation des biens et des personnes. La reconfiguration des relations commerciales pourrait s'avérer complexe. Néanmoins, ces trois pays de l'Afrique de l'Ouest semblent aujourd'hui prêts à rompre avec ce cycle. Le retrait de la CEDEAO célébré le 28 janvier 2025 à Ouagadougou par une foule enthousiaste, portant les couleurs du Burkina Faso, du Mali et du Niger, s'inscrit comme un acte de résistance et de reconstruction. Cette célébration d'un an de retrait de la CEDEAO illustre une détermination sans faille à refuser une tutelle régionale jugée inadaptée à leurs aspirations. Cependant, la réussite de cette initiative dépendra de la capacité des États membres de l'AES à surmonter les nombreux obstacles qui se dressent devant eux. Garantir une véritable stabilité interne, renforcer l'autosuffisance en matière de défense et de sécurité, trouver de nouveaux partenaires diplomatiques et commerciaux et surtout construire une nouvelle forme de coopération régionale plus inclusive, plus pragmatique et plus centrée sur les réalités du terrain. Si l'Afrique a toujours été confrontée à des défis structurels pour affirmer sa souveraineté, ce retrait de la CEDEAO pourrait bien marquer une nouvelle étape dans l'affirmation d'une Afrique plus autonome, un pas vers l'avenir où les États, loin de la tutelle des organisations souvent inadaptées, pourraient être maîtres de leur propre destin. Mais comme toute révolution, le chemin sera semé d'embûches et nécessitera une cohésion et une résilience sans égale. Alors, chers chroniqueurs, on vient de suivre cet élément, comme le dirait quelqu'un, c'est déjà fait, passons à une autre étape. Alors, l'autre étape de cette organisation, l'Alliance des États du Sahel, M. Yacouba Ouedraogo, l'AES, véritablement, veut prendre son envol. Alors, sur des fondements d'institutions dites fragilisées. Alors, quelles sont les alternatives ou encore, on va dire, quels sont les mécanismes que l'AES pourra mettre en place pour répondre efficacement, on va dire, en tant qu'organisation également, en tant que deuxième bloc, désormais deuxième bloc au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et il faut dire que déjà l'AES a déjà posé beaucoup d'actes et qui va permettre à l'organisation d'imprimer sur le plan, j'allais dire, international, sa marque. Parce que, vous voyez, ces trois pays sont liés par la géographie et par l'histoire. Beaucoup d'actes, c'est-à-dire? Et déjà, nous avons vu la création ou la mise en circulation du passeport et de la CEDEAO et de l'AES. Et nous avons vu également la création de la force conjointe de l'AES pour lutter efficacement contre le terrorisme. Et aujourd'hui, ce que l'AES doit rapidement faire, c'est de travailler pour effacer cette contradiction, cette différence au niveau des frontières. L'AES doit travailler pour encore fédérer les populations. Et ça, j'ai apprécié l'acte posé par les trois ministres de la communication, j'allais dire de la culture des trois pays de l'AES à Ségou au Mali pour mettre ensemble un mécanisme qui va les permettre de fusionner les cultures et les faire comprendre et accepter
par les différentes populations de l'espace. Parce qu'on ne peut pas travailler avec quelqu'un sans connaître sa culture et sans l'accepter. S'il y a des différences, ça peut être très difficile. Certes, nous allons avoir, comme ça a été bien dit dans les reportages, il y aura des difficultés avec les voisins, il y aura des difficultés avec l'impérialisme, mais cela ne doit pas nous décourager pour aller à l'essentiel. Parce que la CEDEAO a brillé de par son incompétence, la CEDEAO a brillé de par sa manipulation. Certains chefs d'État de la CEDEAO se sont laissés manipuler par l'impérialisme et ils se sont écartés carrément de la vision des pères fondateurs de la CEDEAO, qui est l'unité africaine et qui est l'intégration africaine, qui est la protection des populations africaines de l'espace CEDEAO. Sinon, on ne peut pas comprendre que depuis le début du terrorisme au Mali avec Amadou Toumani Touré, il avait posé le problème. Je me rappelle qu'il était venu au Burkina Faso voir Blaise Compaoré lors d'un sommet. Il a posé le problème. Mais si vous repartez voir les images et vous regardez la manière dont les chefs d'État, surtout Blaise Compaoré lui-même, les regardaient, il les regardait avec un mépris. C'était comme si c'était son problème à lui seul et il devrait le prendre à gérer. C'était comme si, à peine, on se moquait de lui. La CEDEAO n'a rien fait pour le soutenir. Par fini, il est tombé. Vous avez eu cette impression-là qu'ils se moquaient de la situation. Bien sûr, il y a des regards qui sont des gestes narquois, parfois. Et son successeur, Boubacar Ibrahim Keïta, est resté dans la même situation jusqu'à les sombrer. Roch Marc Christian Kaboré, au Burkina Faso, est resté également dans la même situation. Seul face à son destin, il a négocié, demandé de l'aide de gauche à droite, il n'a pas été soutenu. Maintenant, les jeunes sont venus, ils ont pris le pouvoir, ils ont compris que Goïta a tout de suite compris là où il y avait le problème. Il faut s'attaquer à ces gens-là pour pouvoir avoir sa souveraineté et travailler sérieusement, s'équiper sur le plan militaire avec des partenaires conséquents pour pouvoir faire face au terrorisme. Et il est en train de réussir. On ne va pas dire qu'il a 100% réussi. Moi, j'étais au Mali il y a 2 mois, mais je suis né à Ségou. Je connais la zone jusqu'à la frontière de la Mauritanie, en passant par l'Air. Mais cette zone aujourd'hui, hier, tu ne pouvais pas faire 100 km après Ségou. Si tu quittes le port de Markala, on t'attaquait. Ceux qui connaissent la zone savent que ce que j'ai dit est une réalité. Donc, mais aujourd'hui, les gens circulent jusqu'à Prégnono. Il y a des avancées notables. Il y a des avancées notables à tous les niveaux. Au Burkina Faso, mais ce sont des mots Dieu. Hier, on ne pouvait pas dépasser Kaya d'1 kilomètre. Aujourd'hui, les populations sont en train de se réinstaller dans les localités. En quoi rester dans la CEDEAO, nous, ça nous apporte quelque chose? On a quitté la CEDEAO, on a fait des résultats. On a quitté la CEDEAO, on est en train de construire des usines. On a quitté la CEDEAO, on est en train de prendre des lois qui favorisent le développement de notre espace et qui permettra à notre population de vivre en l'aise. L'AES doit aller très vite. Je ne suis pas un économiste, mais je sais que le développement se base, se repose sur, comme on appelle, sur la monnaie. Et il faut penser à une nouvelle monnaie. Merci infiniment, M. Rodor. On vous revient tout à l'heure, M. Gouba. C'est une organisation, comme il l'a dit, qui veut aller très vite. Alors il faut qu'elle soit une alternative crédible face aux organisations comme la CEDEAO ou comme l'UEMOA, pour répondre véritablement aux attentes. Oui, moi j'aime bien les schémas. Je vais schématiser. Allons-y. Voilà une vieille dame, c'est la CEDEAO, dont le père adoptif, l'Union européenne, est richissime. Et qui veut se foutre de son mari, les États membres de la CEDEAO, et maintenant que le mari veut divorcer, alors cette vieille dame-là se plaint de ce que, effectivement, son mari veut partir et le menace de ne plus profiter des subsides de son père adoptif, qui est l'Union européenne. Voilà le schéma. Alors, maintenant, si le mari divorce, il a obligation d'avoir une qualité de vie nouvelle supérieure à celle lorsqu'il était mené par cette vieille dame-là qui a plus de 60 ans et qui oublie que ses charmes sont en train de partir. Donc, c'est comme ça que moi je vois l'AES. Donc l'AES, pour revenir à votre question, doit mieux faire que ce que effectivement elle a fait, les États membres ont fait au sein de la CEDEAO, qui était en réalité la caisse de résonance de l'Union européenne.
puisque c'est eux qui financent tout. Donc, le premier défi de la CEDEAO, de l'AES, c'est de couper le cordon ombilical, comme le Premier ministre l'a dit. Il faut que la hache, il y a une autre corde qui est là, c'est le financement extérieur. Tant que l'AES ne va pas continuer de se développer avec ses propres moyens, mais sera sujet au financement extérieur pour ses salaires, pour ses bureaux, son siège et toutes les organisations dérivées là, il y aura toujours un problème. Et moi je pense qu'on peut bien le faire, parce que si vous prenez par exemple à la CEDEAO, les fonctionnaires avaient des salaires mirobolants qui les permettaient effectivement de vivre en dehors des réalités des populations locales, des travailleurs locaux, parce que le salaire d'un travailleur local, un cadre A, c'est pas la même chose qu'en local, c'est différent du chose. Donc, l'extérieur finançait ces salaires-là pour que, effectivement, ces fonctionnaires qui sont là-bas fassent le travail toujours en leur faveur. Maintenant, nous, ici, au sein de l'AES, moi, je souhaite que vraiment, il n'y ait pas même si on doit quand même augmenter les salaires, que ce soit vraiment de manière raisonnable pour ne pas créer ce fossé-là. Et donc, que les travailleurs qui sont à l'AES sachent qu'ils sont là pour les besoins d'une cause bien définie à laquelle ils sont partie prenante. Voilà, donc ça, ce sont les défis que l'AES doit relever pour effectivement faire mieux que la CEDEAO. Et aussi, comme vous remarquez, au niveau de l'AES, il y a des structures qui sont mises en place, mais qui n'émanent pas, par exemple, comment je vais dire ça, des décisions des chefs d'État. Voilà. Donc, il y a des coordinations locales, des actions locales, des CS dans tous les pays. Et c'est-à-dire que les populations sont en train de s'approprier la chose, comme on a dit l'autre. Ils s'approprient, ça devient leur chose. Et c'est pourquoi ils sont prêts à se battre pour, effectivement, cette chose-là. Je paraphrase quelqu'un. Voilà. Donc, moi, je pense que... Allons-y rapidement. Donc, je pense que ces défis-là, l'AES doit les inscrire afin de pouvoir les relever et pouvoir, effectivement, faire mieux qu'au sein de la CEDEAO. Merci bien. Alors, M. Ouedraogo Sibiri, on a parlé d'alternatives crédibles pour une AES crédible également. Alors, quels sont, on va dire, les enjeux en vue? Merci. Alors, d'abord, il y a le premier objectif recherché par l'AES, pour ne pas parler de la Confédération, c'est la lutte contre le terrorisme. Heureusement que les trois présidents se sont réunis pour quand même avoir une même armée pour pouvoir lutter contre ce fléau. Une fois qu'on aura fini avec le terrorisme, si vous voulez, quand on aura fini de récupérer 100% du Burkina, 100% du Mali, 100% du Niger, il va falloir maintenant regarder au niveau de la stabilité, si vous voulez, des présidents. Je dis pourquoi. Stabilité, parce que pour imprimer une marque, prenez même pour une société donnée, quand vous nommez un DG, il faut lui donner le temps qu'il est sûr de dérouler pour pouvoir dérouler sa marque. Et je trouve que quand vous prenez par exemple au niveau du Burkina, nous avons donné, je pense, 5 ans à notre président, n'est-ce pas? Lors des assises, oui. Lors des assises. Est-ce qu'au Mali, c'est combien de temps on a donné au président? Moi, je ne sais pas. Peut-être que c'est 2 ou 3 ans. Donc il faut passer à une uniformisation. Voilà. Il faut uniformiser. Je vais plus loin en disant il faut une constitution de la Confédération. Une constitution qui peut-être va passer par des étapes. Des étapes, genre référendum, pour exposer, pour que les populations comprennent la dynamique, la vision de la Confédération. Aussi, il va falloir, ça c'est mon point de vue personnel, il va falloir que au niveau des affaires étrangères, la communication au niveau international, on ait une même communication pour que, parce que quand vous suivez votre élément, l'élément qui vient de passer, on a réellement étalé je dirais même les flèches qui sont contre
la confédération AES. Au niveau international, il va falloir quand même qu'on ait une très bonne communication des diplomates aguerris pour faire passer le message de l'AES. Parce que l'AES, en réalité, sa mission, c'est une mission noble. Mais comme ça va dans les intérêts des Occidentaux, les Occidentaux sont prêts à mettre tout en œuvre pour brouiller les pistes. Vous avez suivi, par exemple, tout dernièrement, un Premier ministre qui a claqué la porte. Je veux parler du Premier ministre malien. Certainement, je dirais même c'est pour ses intérêts, pour des intérêts politiques. Est-ce qu'au Mali, il y a une ouverture des actions politiques? Si c'est le cas, ça devient un autre problème. Ce n'est pas le cas au Burkina Faso où on a demandé à la classe politique de baisser la tension afin que nous puissions lutter contre le terrorisme. S'il se trouve par exemple qu'au Mali, on fait une ouverture, on dit non, vous pouvez commencer à battre campagne. Les activités politiques. Aussi, c'est que je suis là où j'insiste et je persiste, c'est par rapport à la notion de la gestion de la cité. Est-ce que l'AES restera toujours, la Confédération va rester dans le schéma de la démocratie imposée, ou bien c'est une révolution atypique reçue, si vous voulez, acceptée par les populations de l'AES. Si c'est le cas aussi, il va falloir communiquer là-dessus. C'est-à-dire quelle forme de gouvernement sera adoptée? Quelle forme de gouvernement? Quelle forme de gouvernance? Ce sont des questions sur lesquelles l'AES doit travailler pour que les populations s'en approprient. Merci bien. Je rentre encore plus loin au niveau, comment on appelle ça, les enjeux, les regroupements des partis, de la gestion de l'espace AES. C'est cela. Voilà. Donc, ça demande beaucoup de travail, ça demande une bonne communication, ça demande réellement un travail de fond. Notre président, comme je vous l'ai dit, je vous l'avais dit plus tôt, a nommé M. Bassolman, l'ancien ministre. C'est cela. Voilà. Pour regarder comment travailler afin que la Confédération et proposer des perspectives pour le renforcement de la Confédération. C'est cela, merci bien. Voilà. Et je me suis posé la question, est-ce que les autres l'ont fait? Si c'est le cas, le bon, en ce moment, il va falloir quand même harmoniser les actions au niveau de la Confédération pour qu'on comprenne réellement la Bible suivie par la Confédération, la logique, pour que les populations s'en approprient. Parce que les trois chefs d'État savent ce qu'ils font, mais amener les populations à les accompagner, ça suppose quand même qu'il faut permettre à cette population de comprendre naturellement, par des textes, par des textes, par des sensibilisations, pour que les Occidentaux, en réalité, les Occidentaux attendent qu'on ouvre la brèche seulement. Quand vous allez ouvrir une brèche politique, vous allez voir que quand on va dire non, les partis politiques peuvent rentrer dans l'animation. Vous allez voir que les financements occultes viendront. Merci et bien. Les gens n'attendent que ça. Merci bien, monsieur. Donc moi, je rapidement. Je voulais appuyer ce que le grand frère vient de dire. En tant qu'homme politique, j'ai eu la chance de faire les deux, de voir la gestion des deux régimes. C'est cela, allons-y. Et après une analyse approfondie, je pense que les peuples de l'AES ne veulent pas de cette démocratie imposée. Nous ne voulons pas permettre à quelqu'un de venir passer, comme vous l'avez dit, par des truchements du soutien de l'impérialisme pour arriver au pouvoir et puis permettre à des gens qui vont dilapider l'argent du... Mais la démocratie en elle-même, elle n'est pas mauvaise. La démocratie en elle-même, elle n'est pas mauvaise. La démocratie, non, la démocratie même en elle-même, endogène, africaine, n'est pas mauvaise. Mais celle que ça nous a été enseigné et dictée par l'impérialisme, c'est cette démocratie qui est mauvaise. Ça permet à n'importe qui de passer par les truchements, d'arriver au sommet de l'État et permettre à un clan donné de s'accaparer et de s'imposer, comme on appelle, à la population, au détriment de toute construction nationale et positive. Ils vont faire de les instruments de l'État un jouet. Nous avons vu des gens qui ont joué avec les biens de l'État en temps de crise, qui ont jeté l'argent du contribuable par la fenêtre, qui ont distribué l'argent du contribuable à la télé comme si, chez eux, il y avait un arbre qui produisait de l'argent. Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, avec la gestion actuelle, il y a des moments où je me pose la question, d'où viennent tous ces moyens-là, sans l'aide extérieure, pour que le Burkina, aujourd'hui, parvienne à faire face au défi terroriste et d'imposer comme on appelle, un développement endogène qui est en train de prendre. Merci bien, mais hier, on avait beaucoup de ressources, mais on ne voyait pas. Merci.
Merci, merci bien. Comme dirait quelqu'un, l'argent travaille, donc on ne verra pas l'argent en train de se balader dans les rues. Voilà. Donc, Monsieur Gouba, alors, une autre étape cruciale dans cette dynamique imprimée par l'AES. Alors, quelle sera la place de la société civile, des chefs coutumiers, des leaders religieux, des populations de façon générale dans l'appropriation de cette idéologie? Alors, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, la CEDEAO, entre griffes des chefs d'État et non des communautés, l'AES également devrait être cette organisation des communautés et non des chefs d'État. Alors, quelle sera la place de ces populations-là? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on voit qu'au niveau des pays, il y a beaucoup de structures ici de la société civile qui se réclament de l'AES. Ça a été spontané. Ça n'a pas été imposé par les chefs d'État lors d'un sommet, on dit bon, il faut faire ça. Non. C'est pourquoi la CEDEAO, vous n'allez pas voir, en dehors des commissions de la CEDEAO dans les pays membres, là, vous n'allez pas voir une structure populaire, comme on voit ici les Wahinians, les choses qui mettent des structures ayant trait à l'AES. Donc, il faut que, lorsque vous voyez ces structures-là, quand vous voyez les réunions, vous voyez toujours que, du point de vue représentativité, il y a des chefs traditionnels qui sont là. Il suffit de regarder un reportage seulement, vous allez voir ça. Et donc, c'est pour dire qu'eux-mêmes se sont impliqués et qu'il faut qu'on travaille justement sur les structures de base de la société, c'est-à-dire le pouvoir local traditionnel qui a toujours cours dans nos pays de l'AES. Et donc, il suffit que, effectivement, il y a déjà même des structures. Je crois qu'il y a même des responsables coutumiers, une structure qui a trait à l'AES, etc. Et je crois que ça, c'est le travail que Bassorma Bazli, de la Commission nationale, c'est d'inciter, encadrer, évaluer et suivre ces structures qui se mettent en place là. De sorte qu'effectivement, elles reflètent, elles comprennent ce que c'est que l'AES et elles reflètent effectivement, comment on appelle ça, et reflètent la volonté, enfin, en tout cas, de l'AES dans les pays. Dans les pays. Alors, rapidement, juste en quelques mots, M. Ouedraogo, la CEDEAO, entre griffes, a été citée comme une organisation de chefs d'État. Qu'est-ce que l'AES doit éviter pour devenir une organisation de chefs d'État également? Mais plutôt celle des communautés. Il faut assurer une autonomie financière. L'AES doit travailler pour amener les populations de l'espace de s'accepter. L'AES doit éviter les mêmes erreurs que la CEDEAO. C'est-à-dire créer des chefs d'État, comme on appelle, à l'image de Dieu dans l'espace. L'AES doit travailler... C'est pas trop fort, ça? Non, puisqu'il y a des chefs... Bon, même si c'est fort, mais quand on regarde l'agissement de certains chefs d'État de la CEDEAO, c'est comme si les autres pays-là, c'est eux qui dictent, ou c'est eux qui doivent dicter ce que les autres chefs d'État doivent faire chez eux. Chaque État est souverain. Au-delà de la souveraineté de chaque État, comme le grand frère l'a dit, il faut une Bible, ou j'allais dire une charte qui va harmoniser la conduite dans l'espace. Si un autre État désire de rentrer, qu'il se conforme de ses principes avant de rentrer. Sinon, on peut aussi être envahi par des troupes qui vont venir rentrer et à l'avenir, ils vont éclabousser les choses. Et aujourd'hui, nous sommes sur une très bonne dynamique. La démarche, elle est très bonne. Les trois chefs d'État se comprennent. Les trois peuples commencent à réel. En réalité, il n'y a même pas de différence. Tu quittes Ségou, tu passes par Ségasso, tu rentres à Bobo du Lasso. Tu es toujours à Ségou. Tu traverses Ouagadougou, tu vas à Niamey, tu continues, à Fada, tu continues au Niger. C'est le même peuple. Le peuple du Mali dans le nord et les peuples nigériens. C'est les Sonra et les Hermans, c'est le même brassage. Il faut travailler pour ancrer encore ce brassage et avoir porter le débat à un autre niveau pour que tout le monde puisse s'imprégner et s'intéresser. En cela, l'AES va réellement répondre à l'aspiration profonde des Africains. Et vous allez voir que dans d'autres régions de l'Afrique, les mêmes idées, les mêmes idéaux, les mêmes types d'organisations comme l'AES vont se reproduire. Merci bien. Juste à côté de vous, M. Ouedraogo Sibiri, un mot sur l'implication
des populations dans cette dynamique-là? Parce qu'il ne faut pas les laisser en marge de cette dynamique. C'est elles qui portent surtout cette, on va dire, cette idéologie-là. Ben, écoutez, vous savez, les peuples écoutent les dirigeants. Les peuples regardent les actions des dirigeants. Les peuples attendent que les résultats des dirigeants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as un leader en qui tu as confiance, tu adhères à ses propositions et à ses actions. Mais le jour que le peuple va se rendre compte qu'en réalité, il s'est trompé de leader, c'est ce qui est dangereux. Donc, l'AES doit travailler à mériter la confiance de la population. L'AES doit travailler dans une dynamique. Quand je dis l'AES, je parle des 3 présidents dans la dynamique de la satisfaction des populations. Vous avez posé la question, qu'est-ce que l'AES doit faire pour ne pas tomber dans le panier de la CEDEAO? L'AES doit être concret. L'AES doit détecter les erreurs commises par la CEDEAO pour éviter de tomber dans ces erreurs. À partir du moment, le jour que l'AES va en finir avec le tourisme, vous allez voir que le message va partir très fort au niveau de l'Afrique. Quant aux perspectives au niveau de l'AES, vous avez vu qu'il y a des pays à l'heure actuelle qui veulent venir à l'AES. Est-ce qu'on va toujours parler de confédération AES? Peut-être qu'on va aller à la fédération. Ça veut parler de la perte des perspectives. Quand on parle de fédération, ça veut dire que les autres pays ont compris que la démarche entreprise par les 3 leaders est une démarche salutaire. Encore faut-il que ces 3 leaders, en imprimant leur marque, aient la confiance de leur population. C'est pour cela que je dis non. Les populations, pour le moment, ont donné du crédit. Pour le moment, suivent et comprennent, parce que les populations savent que ce qui est en train d'être déroulé, c'est pour leur permettre de vivre demain. Merci bien. Et c'est ce qu'il ne faut pas. L'erreur, c'est de ne pas pouvoir le faire. Merci bien. Voilà. Les résultats, à part des résultats, l'adhésion sera à 120%. Permettez-moi le terme. Merci infiniment. Voilà. Merci pour votre analyse. Comme vous l'avez dit, l'AES doit mériter la confiance des populations et les résultats, les populations les attendent. Vous l'avez dit et nous restons toujours dans la zone ouest africaine pour parler, voilà, comme pour, on va dire, paraphraser M. Gouba, mais on ne va pas entrer dans la rhétorique, dans la même rhétorique que lui, mais on va toujours parler de la CEDEAO. Le 28 mai prochain, l'organisation sous-régionale va fêter 50 ans, un demi-siècle d'existence, de travail acharné, d'organisation, d'intégration, on va dire également de politique, voilà, menée dans cette sous-région ouest-africaine. Nous sommes à quelques mois de cette célébration, mais cette organisation est en proie aujourd'hui à des, on va dire, à des crises, voilà, dans la zone ouest africaine. Cher chroniqueur, moi je vous pose cette question-là. On a longuement évoqué la question de la CEDEAO, on a longuement fustigé, vilipendé la CEDEAO. Alors, à quelques semaines, on va dire quelques mois de cette célébration-là, quelle lecture faites-vous de cette, on va dire, de cette des politiques, pardon, de la CEDEAO d'hier à aujourd'hui, Monsieur Ouedraogo Sibiri? Bon, ben, vous avez dit que la CEDEAO doit fêter 50 ans, c'est ça? Oui, le 28 mai prochain. Ça veut dire que la CEDEAO va faire un bilan réel. Si les membres de la CEDEAO sont réellement honnêtes, ils feront un bilan honnête. Le bilan va partir de peut-être de 2 points. Les objectifs de la CEDEAO. Est-ce que la CEDEAO atteint 100% ou 90% la moyenne des objectifs fixés par rapport à ses missions? Vous avez compris qu'il y a eu des missions déplacées qui sont introduites dans le cahier de charge de départ de la CEDEAO, ce qui a amené des frustrations. Donc, la CEDEAO va tirer les leçons et se rendre compte qu'en réalité, elle n'a pas atteint, elle a déplacé ses missions. Si la mission,
si la CEDEAO avait atteint ses missions, ne serait-ce qu'à 60%, on n'allait pas parler de l'AES. C'est parce qu'il y a des problèmes que des gens ont décidé de prendre leur destin en main. À l'intérieur même de la CEDEAO, à l'heure actuelle, je reste convaincu qu'il y a des petits problèmes. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer, sur ce plateau, on en a tellement débattu. Les gens en ont parlé. Tout le monde sait qu'à l'heure actuelle, la CEDEAO ne se porte pas bien. La CEDEAO, comme l'unité africaine, pour ne pas parler de l'ancienne organisation de l'unité africaine, qui s'est transformée à l'unité africaine à l'heure actuelle, ce sont des finances. Vous ne pouvez pas être financé par des gens et vouloir imprimer une autre politique en dehors de leurs lignes directrices. Ce n'est pas possible. C'est pour cela qu'on dit. C'est dommage de constater qu'au niveau du Congo, c'est la même chose. Ce qui se passe, c'est quoi? On vient, on vous dit, détruisez-vous pour que nous puissions vous exploiter. C'est ce message qui est passé depuis longtemps. Diviser pour mieux régner. Merci bien. Voilà. Alors, donc, le bilan de la CEDEAO, elle va s'en prendre à elle-même, la CEDEAO, par rapport à son bilan et tirer les conclusions. Alors, M. Ouedraogo, dira aujourd'hui, quelle lecture faites-vous des différentes politiques de la CEDEAO? Non, il faut dire que c'est une déception. Parce que les pères fondateurs de la CEDEAO, leur vision, c'était de créer une base, une vraie fondation de la solidarité africaine et de l'intégration africaine, que de Libéria au Nigeria, qu'on ne puisse pas sentir cette différence quand tu quittes son pays. Aux frontières, aux aéroports, on devrait se sentir chez soi. On devrait déporter les cultures et les brasser. Mais malheureusement, le grand frère l'a dit, la question financière, la question de la dépendance financière et la dépendance mentale a fait que cette organisation a lamentablement échoué. Elle n'a pas su voler au secours de ses propres populations. L'espace CEDEAO a connu d'énormes problèmes de sa création à aujourd'hui, en passant par des crises de guerre civile, par des crises politiques, où des chefs d'État, en s'adossant sur certaines démocraties, ont plusieurs fois transformé les constitutions pour se maintenir au pouvoir au détriment de la volonté de leur peuple. Et dans l'espace CEDEAO, il y a des chefs d'État qui ont cherché le leadership au détriment des textes principaux fondateurs de l'espace et qui ont voulu phagocyter d'autres chefs d'État, et ça crée de la frustration. Aujourd'hui, si on se réfère des discours de Modibo Keïta, des pères fondateurs de la CEDEAO, et regarder l'agissement de certains chefs d'État aujourd'hui de la CEDEAO, c'est le jour et la nuit. Les gens, souvent on se pose la question, si certains chefs d'État sont réellement des Africains. Parce que dans leur comportement, tout est européen, tout est dicté, la valeur humaine même, en quelque sorte, n'a plus de sens. Sinon, on ne peut pas comprendre qu'une organisation dont fait partie un État, et cette organisation même se mobilise pour aller bombarder une nation, des populations à cause d'un individu. C'est inadmissible. Ils ont pris des batteries de sanctions contre le Mali. Ils ont pris des batteries de sanctions contre le Niger. À un moment donné, le Niger ne pouvait même pas s'approvisionner de médicaments. Est-ce que vous pensez que ça, c'est une organisation panafricaine qui agisse dans la fraternité africaine? Je dirais non. Donc la CEDEAO doit faire, et le grand frère l'a dit, la CEDEAO doit être honnête, faire un bilan négatif et repenser ses plaies, adresser une lettre d'excuses au pays de l'AES et ne pas faire l'erreur de prendre des sanctions contre le pays de l'AES. Je pense que la CEDEAO aujourd'hui doit s'ouvrir encore plus au pays de l'AES pour permettre le trafic, pour permettre l'échange, parce que nous sommes les mêmes peuples. Merci que ces chefs d'État comprennent que l'Afrique se fera avec ou sans eux, car l'homme est éphémère, il finira par passer et le temps finira par résoudre tous les problèmes. Merci bien. Alors, M. Gouba, alors, on l'a dit tout à l'heure, dira aujourd'hui, quelle lecture faites-vous de cette organisation sous-régionale, CEDEAO? Alors, d'abord, le bilan est mitigé. Hein. Mitigé. Voilà, il y a des aspects quand même positifs. On ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Non, il y a quand même des aspects positifs. Par exemple, la chute des frontières
Bon, quand je dis chiite aussi, c'est pas, dans la réalité, ce n'était pas comme ça. Mais, en tout cas, en Afrique de l'Ouest, on circule mieux entre États qu'en Afrique centrale, par exemple. Mais la CEDEAO a outrepassé son rôle lorsqu'elle a commencé à parler de politique et de bonne gouvernance. Parce que les pères fondateurs étaient à 50-60% des militaires. Donc, ils croyaient et ils savaient aussi qu'un régime militaire pouvait réussir une intégration des pays. Voilà, c'est pourquoi ils n'ont pas mis dans les traités qui constituent la CEDEAO que, bon, au bout de 15 ans, 20 ans, il faudrait que les régimes militaires passent à un régime civil et en adoptant la démocratie venue d'ailleurs, afin que la CEDEAO soit plus fiable. Ils n'ont pas écrit ça. Alors, d'où vient que, effectivement, ces personnes, ces chefs d'État qui ont succédé à ces pères fondateurs-là, en sont venus à introduire dans les clauses des traités de bonne gouvernance, sans jamais définir ce que c'est que cette bonne gouvernance, parce que chacun a sa fenêtre voit la bonne gouvernance. Voilà. Donc, ça c'est la première erreur. Elle a voulu s'occuper des problèmes politiques alors qu'elle n'en était pas qualifiée, et ce n'était pas le but définitif, et chose première. Donc, si on veut évaluer la CEDEAO, en tout cas, il y a aussi l'arrivée de chefs d'État arrogants qui ont fait de la CEDEAO une institution arrogante vis-à-vis de ses membres. Et la CEDEAO est sinon des rares, on ne même pas dire la seule organisation où à l'intérieur, lorsqu'un membre est blessé, on l'achève. On vient tirer sur lui pour le blesser, le terminer. C'est ce qu'ils ont fait avec les pays de l'AES, qui étaient dans des difficultés, des choses. Ils sont venus avec leurs fusils. Bon, sinon, on ne fait pas de prisonniers. Allez, on a tout. Elle est la seule institution qui ne fait pas de prisonniers et qui achève ses propres membres lorsque ceux-ci sont blessés, au lieu de les apporter assistance et secours. Donc, sur ce plan aussi, la CEDEAO a échoué. Et quand on veut voir au finish, j'avais dit que c'était mitigé, mais le négatif l'emporte puisqu'il y a eu des défections au sein de la CEDEAO. S'ils étaient effectivement aussi bons, comme on le dit, il n'y allait pas avoir ces défections-là. Voilà, donc l'un dans l'autre, la CEDEAO doit se reformer. Et si elle veut effectivement rester dans la dynamique d'une organisation qui promeut qu'on appelle ça l'intégration entre les populations. Et elle n'a même pas fini de régler les problèmes aux frontières où on prend 1000 francs pour entrer. Et elle vient parler de bonne gouvernance. Non, mais M. Gouba, ça, ce sont des problèmes internes, comment on appelle ça, aux différents pays. Ah oui. Voilà. Alors, je reste avec vous, M. Gouba. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de bilan mitigé. Alors, à vous entendre dans vos différentes analyses, alors la question est la suivante. Faut-il juger aujourd'hui la CEDEAO qui va fêter le 28 mai prochain ses 50 ans, faut-il juger aujourd'hui la CEDEAO à travers les différentes crises qui secouent actuellement la zone sahélienne de l'Afrique de l'Ouest? Est-ce qu'il faut juger actuellement la CEDEAO sur cette base-là? Parce qu'elle impacte, c'est vrai, le bilan, mais est-ce qu'il faut juger la CEDEAO sur cette base-là, M. Gouba? Oui, moi je crois qu'il faut la juger sur cette base-là parce que dans la vie politique des nations, il y a des soubresauts qui interviennent. Et lorsque vous appartenez à une organisation, justement, la capacité et, disons, comment on appelle ça, le crédit de cette organisation-là, c'est justement de pouvoir résoudre les problèmes du foyer. Si un mari ne peut pas résoudre les problèmes qui se posent dans son foyer, il y a un problème. Parce qu'on ne peut pas prévoir les problèmes, mais lorsque le problème vient, c'est ta hauteur d'esprit, ton appréciation du problème-là, qui permet effectivement d'apporter la paix. Et voilà les premiers soubresauts qui sont là. La CEDEAO s'est montrée incapable. Mais donc, c'est de 1975 à 2025. Oui. C'est vrai qu'il y a eu il y a cette crise-là qui est là, qui pend, voilà, qui n'a pas encore trouvé d'issue. Mais 50 ans, il y a quand même eu des bons moments. Tout à l'heure, vous l'avez évoqué. Oui. Voilà. Mais il faut tenir compte également de cela parce qu'il y a une dynamique qui est imprimée. Il faut pouvoir en tenir compte. Pas toujours jeter l'opprobre sur cette organisation. Non. Voilà, dans laquelle voilà, tous ces pays étaient. Non, on ne jette pas l'opprobre, mais on a vu, c'est leur capacité de réaction, leur capacité de résilience, par rapport à des situations qui se posent là, qui est défaillante. Et effectivement, il aurait fallu simplement qu'ils écoutent
Parce que c'est pas dans une organisation démocratique, comme on le dit, c'est la capacité d'écoute, d'analyse et de prise de décision qui doit primer. Ce n'est pas le cas, ça n'a pas été le cas avec la CFA. En tout cas, ils ont écouté, peut-être ils ont mal analysé et ils ont pris de mauvaises décisions. Et s'ils avaient, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas suffisamment écouté toutes les parties au départ. Donc moi je les jette le problème quand même. Merci bien. Alors M. Ouedraogo Sibiri, alors faut-il juger la CEDEAO sur ces crises qui ont cours actuellement au Sahel? Pourquoi pas? Quand vous êtes dans une association et il y a un membre de l'association qui est attaqué, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez venir en appui pour que l'association vive. C'est pas ce qu'ils ont fait. M. Goubala a dit qu'il ne faut pas jeter... non, voilà, mais lui, il a porté son analyse. Non. Voilà. Toute opération, toute action porte souvent des résultats. Les résultats peuvent être négatifs comme positifs. Mais pour le cas de la CEDEAO, le négatif remporte sur le positif. C'est ce qu'il est en train de vouloir dire. Alors, est-ce que vous pensez que s'il y avait réellement ces échanges d'informations, cette force conjointe CEDEAO, cette imperméabilité, s'il y avait une certaine imperméabilité en matière sécuritaire, de défense de sécurité à l'inter-CEDEAO, est-ce qu'on allait parler du djihadisme? On n'allait pas parler du djihadisme. Comment se fait-il que des djihadistes passent à part du Bénin pour attaquer le Burkina? Comment vous pouvez comprendre ça? Alors que le Bénin fait partie de la CEDEAO, non? Les informations viennent d'où? Comment est-ce que vous pouvez héberger des terroristes pour aller attaquer les membres de votre confrérie ou du moins de votre organisation? Comment vous pouvez comprendre ça? Comment vous pouvez comprendre qu'un pays, un peuple qui n'a rien à voir avec vos aspects politiques, vous décidez de les asphyxier, vous ne leur envoyez pas les médicaments? Le Niger, nous on a écouté, c'est pas la Côte d'Ivoire à un moment donné monétaire, on dit même pour avoir 10 000, vous envoyez 10 000 par Western, par quoi? Comment on appelle ça? Orange. Vous ne pouvez même pas tirer ça au Niger. Tout ce qui est circuit financier bloqué, pourquoi? Pour des peuples, pour vos frères. Et vous voulez aujourd'hui dire non, écoutez, revenez, venez, on va s'entendre. On va s'entendre sur quelle base? C'est parce qu'on ne veut pas dire les choses vertement. Est-ce que vous me suivez? Je vous suis. Mais moi je donne la chance à l'ES, pourquoi? Parce que ces mêmes dirigeants qui sont au pouvoir, qui ont été pilotés, qui sont pilotés à l'heure actuelle, là, ils ont des problèmes en matière d'élection. Les peuples commencent à se réveiller. Le Bénin là, les Béninois vont se réveiller. En Côte d'Ivoire là, ils vont se réveiller. Vous pensez que les gens vont continuer à dormir? Que c'est la CEDEAO, il faut laisser les choses, il faut... Mais c'est vrai. Moi j'ai appris même que pour avoir un financement, et par exemple une entreprise qui gagne un gros marché, on lui dit d'aller ouvrir son compte en Côte d'Ivoire pour avoir le virement. Ça veut dire qu'à partir du moment où ils sont en train d'asphyxier l'AES en matière économique terrestre, frontalièrement parlant, on rentre dans le système des flux financiers et on actionne les vannes. Les transactions financières, là, ils sont là-bas, ils mettent des taux exorbitants pour empêcher les gens d'avoir le... Pourquoi nous sommes obligés maintenant de passer par d'autres circuits pour nous armer? Pourquoi quand on était au niveau de la CEDEAO, pour avoir une arme, il faut passer par... On passait par comment? Quels sont les circuits par lesquels il fallait passer pour les avoir? Aujourd'hui, on se dit non, il faut qu'on se libère pour nous défendre. Vous dites non, vous devez passer par nous pour vous défendre. Ça existe dans quelle chose? Donc moi je trouve qu'on ne va même pas revenir sur le débat. L'AES est parti sur de bons pieds. C'est vrai, on aura des attaques. Il faut que les peuples comprennent. On va nous attaquer sur tous les points. Même nos passeports qui sont sortis tout dernièrement, il y en a qui disent que non, il y en a qui ne reconnaissent. Ce n'est pas un problème. Pourquoi on a parlé de réforme agraire? Quand les peuples mangent bien, vous allez voir que les peuples soutiendront. C'est quand on affame les peuples que les peuples se révoltent. Et nous, on a compris. Le président a compris en parlant de souveraineté alimentaire. Énergétique, ça va venir. Économique, on parle d'économie endogène, c'est pourquoi? Manger, produisez manger ce que vous produisez, ça veut dire quoi? C'est pour avoir une certaine indépendance. Donc, moi je dis que c'est vrai, ça va nous chauffer un peu, mais on ne va pas mourir, on va s'en sortir. Merci bien, M. Ouedraogo. On va aller
Merci bien. On termine avec vous, M. Yacouba Ouedraogo. Malgré les défis et les critiques, la CEDEAO a quand même enregistré plusieurs résultats positifs depuis sa création en 1975. Pensez-vous qu'il faut forcément s'appuyer sur ces crises-là qui minent la zone sahélienne pour lui sortir un résultat, on va dire, c'est vrai que le résultat est mitigé, mais on doit quand même aller au-delà, voir comment, comme M. Gouba l'a dit, entamer une réforme qui pourrait profiter également à toute la zone ouest africaine. Non, mais au fait, c'est ce qui est en train d'arriver avec l'AES. C'est l'AES qui va remplacer la CEDEAO. Parce que la CEDEAO a sérieusement péché. Il faut dire la vérité. Si vous prenez, j'ai parlé de Toumani Touré en son temps. On attaquait le Mali et Blaise Compaoré recevait les terroristes ici. Et c'est au même moment qu'il recevait les terroristes ici qu'il a été félicité par la CEDEAO. Ce n'est pas caché. Le moment où Alassane Dramane est en train de mettre pieds et mains pour déstabiliser le Burkina, le Mali et le Niger, c'est au même moment qu'il a été félicité à Nouakchott en lui remettant un prix de la paix. C'est quelle leçon cette organisation veut transmettre? Que nous sommes là juste pour faire la promotion du mal sur nos citoyens? Ceux qui supportent les ennemis de nos peuples, nous les applaudissions au grand jour. C'est ce que ça veut dire. Et on ne peut pas rester dans cette organisation pour implémenter ou imposer ou avoir un développement réel, endogène pour nos populations. Ce n'est pas possible. Merci. Puisque c'est des chefs d'État qui ont été imposés par l'impérialisme. Et ils sont là pour, naturellement, faire ce que l'impérialisme les dicte dans l'essence de leur intérêt. Aujourd'hui, la politique qui est menée dans l'AES n'arrange pas l'impérialisme. Parce que nous disons que notre terre nous appartient et tout ce qui sort de notre terre appartient à notre peuple. Et le ciel, l'espace, toutes les ressources appartiennent désormais au pays de l'AES et à la population de l'AES. Merci infiniment. Naturellement, l'Occident ne va pas... Merci infiniment, M. Ouedraogo. Le temps est parti, est véritablement parti. Voilà, merci infiniment. C'est vrai que le sujet, il est brûlant. Voilà, nous allons y revenir. C'est une analyse avant l'heure. Le 28 mai prochain, la CEDEAO va fêter ses 50 ans. Nous aurons des spécialistes sur ce plateau avec qui nous allons véritablement décortiquer le sujet pour véritablement tirer profit et voir également comment la CEDEAO pourra se reformer, voilà, pour pouvoir répondre aux aspirations des populations. M. Gouba, juste recommandation, juste en quelques, on va dire, en 1 minute maximum. On va commencer déjà avec la réforme agraire. Oui, la réforme agraire, c'est comme je reviens sur ce que j'ai dit à l'intérieur du débat, c'est qu'effectivement, on sécurise cette réforme agraire-là lorsque le texte sera adopté. C'est ça. Et qu'on le mette dans un cadre juridique qui permet que personne ne vienne le remettre en cause à tout bout de champ et qu'on soit toujours dans les éternels recommencements. Merci. Voilà, donc c'est bon, mais sécurisé. Le deuxième sujet, on parle de l'AES qui doit véritablement être une AES des populations et non des chefs d'État. Oui, je crois que pour donner toute la force à la chose, il faut que les structures locales là, se mettent. On arrive à faire un maillage des territoires des pays membres là, avec des institutions, des associations locales de l'AES qui doivent avoir des connexions avec le sommet stratégique là, et que effectivement ce que les peuples veulent là puissent remonter à travers ces associations là vers les responsables. Merci bien. La CEDEAO, le 28 mai aura 50 ans. Recommandation avant l'heure. Bon, moi je crois que la CEDEAO, la recommandation c'est qu'elle puisse accepter de s'améliorer, elle puisse tirer les leçons de ce que l'AES les leçons de son comportement qui amène l'AES à partir et qu'elle puisse s'améliorer. Et ça, c'est dans le cas vraiment où elle va encore vivre après, au cas où elle aurait survécu après le départ de l'AES, chose que je ne pense pas. Merci bien. Voilà. Alors, M. Yacouba Ouedraogo, vos recommandations? Par rapport à l'AES, il faut dire que l'AES doit continuer dans la même lancée et avoir une synergie plus approfondie pour que les peuples s'acceptent et acceptent définitivement la vision. Et en cela, elle sera forte. Et surtout, éviter de reproduire
les mêmes erreurs que la CEDEAO et de créer le leadership au sein de l'AES. Il faut se mettre au même niveau, il faut se dire qu'on est même chose et nous devons regarder dans la même direction. Merci. Il n'y a pas de présence supérieure à l'autre. Deuxième sujet, la réforme foncière et agraire. C'est une réforme très courageuse et je souhaite au gouvernement beaucoup de courage et beaucoup de vigilance parce qu'on peut vouloir bien faire, à côté, il peut y avoir des esprits malins qui posent des actes en bas pour saper votre vision. Parce que nous avons vu ça avec la gratuité des soins. Et c'était une très bonne vision, une très bonne loi. Mais en bas, il y avait des esprits malins qui volaient les médicaments pour vendre. Donc ça également, il peut y avoir des esprits malins. Nous demandons au gouvernement de prendre toutes les mesures pour habiller réellement cette loi-là. Encadrer cette loi-là pour qu'il n'y ait pas de fuite. Et que la population accepte de suivre le gouvernement. Parce qu'on aime dire que la poule ne donne pas quelque chose de mauvais à ses poussins. Et ce que le gouvernement prend comme loi, comme décision, c'est juste pour le bien-être de la population. Merci bien. Dernier sujet. Bon, la CEDEAO, il faut dire que la CEDEAO doit se mettre en cause et produire des nouveaux textes qui vont prendre en compte l'aspiration profonde, les intérêts profonds de leur population. Merci. Et travailler en synergie avec l'AES pour ne pas tomber très bas en voulant sanctionner les pays qui ont quitté la CEDEAO. Merci. Juste à côté de vous, M. Sibiri Ouedraogo, le premier sujet sur la réforme agraire et foncière. On va féliciter le gouvernement pour ce projet de loi et l'inviter, enfin, pas l'inviter, mais que les députés s'en approprient rapidement et puis bon, voir s'il y a des écueils corrigés et puis bon, qu'on puisse l'adopter rapidement. Merci. Parce que c'est pour le bonheur de la population. Maintenant, second sujet. Le second sujet, ça parle de l'AES qui doit revenir aux communautés. Oui, l'AES, moi, ma préoccupation, il faut qu'il y ait une constitution AES. Voilà, sur cette base. Une charte commune. Une charte commune. Une charte commune, c'est très important. Pour moi, ça c'est ma propre analyse de la chose. Voilà. Et aller à la fédération rapidement, parce que quand on parle de l'AES, ça veut dire que le Bénin, bon, est-ce que le Bénin fait partie du Sahel? Voilà. Pour permettre aux autres de venir. En réalité, c'est ma vision comme ça. Merci. Voilà, Troisième sujet. Pour la CEDEAO, bon, nous allons... En fait, l'AES n'est pas contre la CEDEAO, hein, en tant que tel. Je veux parler des pays de la CEDEAO, parce que nous sommes tous des Africains. C'est ça. Et ce que les trois présidents ont impulsé, je suis sûr que ça va contaminer les autres. Des populations, il y a des populations qui réclament déjà en fait, leurs dirigeants aillent dans la même vision que les dirigeants de l'AES. Donc, on va inviter la CEDEAO à avoir une analyse objective. Merci. Voilà. Merci. Réaliste surtout. Et pour les intérêts de la population surtout. Merci infiniment. Merci. Merci à vous, M. Ouedraogo Sibiri Ismaël. Nous rappelons que vous êtes analyste politique. Merci d'être passé. Monsieur Yacouba Ouedraogo, également analyste et également politique. Merci infiniment d'être passé. Également, Monsieur Gouba, on a très bien profité également de vos analyses en tant que sociologue également. Merci infiniment. Et nous sommes sûrs que toutes ces réformes vont concourir au bien-être des populations africaines. Merci de nous avoir suivis et à dimanche prochain pour un autre numéro de Cette Afrique.